Vous êtes extrêmement obéissant. Je viens de Terre-Neuve, and it is my great pleasure to chair this panel. Je suis heureuse de présider cette table ronde et le titre, c'est Est-ce que nous avons besoin de la responsabilité criminelle des entreprises, perspective du monde des affaires et du mouvement syndical? J'ai une série de questions que je vais poser aux panélistes. Après qu'ils en parlent, nous allons demander à tout le monde d'intervenir. Alors, ils auront chacun 2 minutes. Quelle importance a la loi Westray? Et encore une fois, je vais présenter les panélistes, et chacun va parler de lui-même. Alors, nous avons Jamie Jersak et à côté d'elle, Kenneth Jull et Steve Hunt. Non, c'est pas Steve, c'est Céline Giguère. Ensuite, Steve Hunt. Jamie, c'est à vous. Je vais vous donner des antécédents. Je travaille du côté de la direction avocate de l'emploi et en Manitoba, je défends souvent les poursuites pour des entreprises accusées en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail au Manitoba. Notre compétence n'a pas eu de poursuite par rapport à la négligence criminelle, mais j'en ai vu d'autres ailleurs au Canada. Il y a d'autres choses que je fais dans ma pratique et ça me donne une perspective unique. C'est je travaille sur la formation à la conformité et je fais l'arbitrage du grief du point de vue de la direction où on va terminer l'emploi, on va congédier des employés pour des motifs disciplinaires. Je le vois du point de vue des dirigeants qui essaient de s'occuper de la conformité et appliquer certaines règles de santé et sécurité. Une autre chose que vous devriez savoir, c'est que j'ai une petite entrepreneur qui fait face à certaines choses du point de vue de l'employeur. Je dois travailler avec les employeurs et la conformité, pas seulement du point de vue juridique en tant qu'avocate, mais aussi comme une personne qui doit gérer. Et je suis dirigeant. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi et pour mon entreprise? Je voulais que vous sachiez ça pour répondre à la question qu'on nous a posée de ce point de vue, l'importance de la loi Westray. De ce point de vue de la direction des entreprises et ce que mes clients ont dû voir depuis que la loi existe, c'est la première réaction, ça a attiré beaucoup l'attention de mes clients. Ils ont réagi d'une nouvelle façon. Ils avaient un peu peur et ils étaient en train de me faire de la formation pour que les employés et tous les paliers de gestionnaires devaient comprendre qu'il y avait un virage important, il y avait un risque plus élevé de peine importante si les gens ne faisaient pas attention à la sécurité et la santé dans le milieu de travail pour empêcher les blessures. Et ensuite, il n'y a rien qui s'est passé. Et ensuite, les employeurs ont dit qu'est-ce qui s'est passé et il y a eu un autre virage. On a commencé à examiner la législation, le code criminel et les poursuites selon la législation fédérale. Alors, mes clients et mes homologues partout au Canada ont dit que c'est bien parce qu'ils se concentrent sur la diligence raisonnable encore. Et tout le monde
était en train de parler d'une loi qui n'était pas encore soumise aux preuves. Mais maintenant, on n'aura plus la question de l'insouciance et les décisions du Québec en 2010 semblaient renforcer cette tendance. Quand cette loi a commencé à être appliquée en cours, mais la décision le jugement qui était sorti cet été, ça indique qu'on peut prouver la diligence raisonnable selon la réglementation. Mais est-ce que ça suffit? Mais avec Metron, il semble que c'était un comportement peu approprié. Il semble qu'il fumait du marine-moi sur le site de travail. C'est ça qui a entraîné la poursuite. Il y avait un gestionnaire du palier milieu. Ce n'était pas un cadre supérieur, mais la Cour a dit oui, c'était un dirigeant. Alors, ce que je vois, c'est un virage, encore une fois, vers la préoccupation des clients. Et il y a des possibilités d'avoir de vrais risques et l'emprisonnement. Mais il y a une dichotomie dans mes clients. Il y en a qui disent qu'il y a un risque plus élevé de peine et d'amende qui provient de la loi provinciale plus que de Metron. Et on a vu dernièrement que les amendes d'une certaine compétence sont plus élevées que ce qu'on verrait en vertu du code criminel. Quand on parle de l'importance, je pense que certains clients ont de la difficulté à le comprendre quand les peines, selon les réglementations, sont plus lourdes. Je m'appelle Ken Jones. Je suis professeur auxiliaire à l'Université de Toronto. J'enseigne un cours qui s'appelle les crimes corporatifs et je suis auteur d'un livre qui s'appelle La responsabilité et le reste, c'est de la diligence raisonnable à la gestion des risques. Je pratique pas chez Baker Mahoney, l'entreprise la plus importante du monde. Nous avons 72 bureaux dans 45 pays et il s'agit d'une entreprise multinationale. Je veux parler de votre thèse sur le projet de loi C-45, sur la loi C-45. Il y a des possibilités qui ne sont pas encore réalisées et c'est une législation qui a énormément de possibilités, mais il faut encore travailler à cette fin. La possibilité de mettre une entreprise en probation d'abord et ensuite, comme on vient de le dire, quand on regarde le concept au cadre supérieur et passer au côté d'exploitation, au côté opérationnel. Je pense que c'est un changement majeur. Je vais vous donner un exemple du potentiel que je pense que ça. Il y a des années, quand je ne travaillais pas à Baker McKenzie, j'ai représenté une société. J'ai commencé comme un avocat très jeune et il y avait des accusations par rapport à des infractions de santé et sécurité au travail. Il n'y avait pas de rampe de protection. Un travailleur s'est blessé gravement en tombant. Moi, j'ai trouvé une idée brillante à ce moment et j'ai dit on pourrait engager un expert dans le domaine de la sécurité qui va aller faire la formation des travailleurs. Il va présenter un rapport pour dire, et il va faire du suivi pendant 6 mois, 1 an, la sécurité sur le site. Et je peux réduire l'amende à 10 000 $. On va dépenser 50 000 $ et vous allez épargner 40 000 $. Et le site va être plus sécuritaire et vous pouvez dire aussi que vous avez changé les pratiques et que vous avez résolu le problème. Mon client a dit non, je ne veux pas. J'aimerais mieux payer l'amende. Et j'ai dit, je pense que vous n'avez pas bien compris. Je pense que je peux réduire l'amende à 10 000 $. Vous dépensez 50
sur le rapport, ça laisse 40 000 $. Vous me payez, il vous reste quelques dollars. C'est ce serait intelligent de procéder de cette façon. Il m'a dit, non, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Je ne vais pas mettre des rampes protectrices. Je ne veux pas. Ça prend du temps, ça ralentit le projet. Comme on a dit dans une autre présentation, c'est le business case. Je ne vais pas le faire. Je peux payer 100 000 $ directement aujourd'hui. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont payé 100 000 $. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche. Je me suis dit que le tout est dégoûtant. Et le résultat, c'était un concept que j'ai décrit dans mon livre. Et je veux revenir à cette idée de la probation des sociétés. On a parlé du concept d'un vérificateur sur place. Au lieu de payer une amende de 100 000 $ au gouvernement qui est entré dans un fonds qu'on ne verrait jamais mettre, le concept, c'est l'entreprise est en probation et on dit que l'amende de 100 000 $, vous allez la payer pour embaucher un expert dans la demande de la sécurité qui va rendre des comptes à moi, au juge, d'ici à 6 mois. Et ensuite, 1 an plus tard. Et cet expert, quand je dis qu'il est imbriqué, qui est sur le site, il va être là de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, tous les jours, pendant 1 an. Si vous faites cela, ça va être un dissuasif pour les entreprises spécifiques et pour toutes les entreprises parce qu'on ne veut pas qu'ils soient là en train de regarder tout ce qu'on fait. On va améliorer la situation pour l'empêcher. Je pense qu'on peut le faire aux États-Unis et on le fait à tout bout de champ et avec des moniteurs, ce qu'on appelle des moniteurs de l'entreprise. Aux États-Unis, on va parler avec l'organisme de réglementation, souvent pour des crimes financiers, la fixation des prix. On va prendre quelqu'un de n'importe quelle entreprise et on va rendre des comptes au gouvernement au cours de 2 ans. Tout ce qu'on veut que vous fassiez, c'est une entente de non-poursuite. On va payer une amende, mais on ne veut pas avoir de poursuite. On ne veut pas reconnaître quoi que ce soit. Vous recevez quelque chose, nous recevons quelque chose. Vous avez un moniteur sur le terrain qui va assurance la conformité pendant 2 ans. Et je veux rajouter quelque chose d'autre quand je pense à cette petite entreprise. Une chose que j'ai remarquée quand je représente Baker McKenzie, on représente de grosses entreprises. Elles sont très préoccupées par leur réputation. Ces entreprises dépensent énormément d'argent dans le marketing, tandis que de petites entreprises s'en foutent un peu. Harry Gaspé est ici. Il m'a appris, il était prof quand j'étais au 3e cycle dans mes recherches. Il dit que les petites entreprises peuvent aller chercher un nouveau numéro pour se reconstituer, mais les grandes entreprises ne peuvent pas le faire et ne veulent pas le faire. Ils vont dépenser énormément d'argent pour essayer de se conformer parce que c'est bon pour les travailleurs, mais ça va avoir un effet sur la réputation dans le marché. Et Naomi Klein qui écrit « No logo is wrong », le marketing a un petit côté positif là-dedans. Ça, c'est mon point de vue sur ces 45. Je vais le prendre ici. Oui, je vais mettre. OK, merci. Bonjour, mon nom est Céline Giguère. Je suis conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique. Je suis aussi avocate et je pratique en santé et sécurité depuis cette année 20 ans.
Donc, je suis aussi présidente du Comité de santé et sécurité de la FTQ, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Quand on m'a demandé de venir ici, là, ma première réflexion là, face à l'introduction de C21 là, dans notre travail en santé et sécurité, ça a été de penser à une citation dont je ne connais pas l'auteur. Je pensais que c'était Catherine Lippel, mais elle me dit que c'était pas elle. Mais je vais commencer par cette citation-là où on dit on peut empoisonner son conjoint en lui versant un peu de cyanure à tous les jours dans sa tasse de café. Après 5 ans, il va mourir et on va être accusé de meurtre. On peut exposer un travailleur à la silice ou à tout autre produit toxique à tous les jours. Après 5 ans, il va mourir et on va dire qu'il est mort d'une maladie professionnelle. Je pense que c'est la base, au fond, de notre problème là, face à l'introduction de C21, c'est la normalisation dans nos lois des risques. On a normalisé ce concept-là. Donc, c'est donc en tout cas, je pense que c'est normal que notre premier réflexe, c'est pas de criminaliser, justement. Notre premier réflexe, c'est pas de faire appel à ces 21 là, de façon là, naturelle. Et c'est dans ce contexte de normalisation des risques-là, OK, que c'est difficile de faire la différence entre une mort qui est juste et une mort qui est injuste maintenant, avec l'introduction de C21. C'est cette normalisation, à mon avis, qui est un des empêchements à l'application de C21. C'est aussi notre propre comportement. Hein? Ce n'est pas notre premier réflexe. C'est aussi, je pense qu'on en a déjà parlé, mais toute la situation économique et même pour les organisations syndicales, la perte d'emploi que ça peut occasionner. Je pense que c'est des choses à laquelle les gens pensent avant de vouloir introduire là, une plainte là, formelle. C'est vrai que ça a eu des impacts. Ça a eu des impacts dans un premier temps parce que dans les employeurs, surtout les gros employeurs, dans un premier temps, ils ont tenté de se disculper. Puis là, ils faisaient de la formation, des rencontres avec, soit les cadres là, de niveau inférieur ou bien les travailleurs pour leur expliquer c'était quoi la diligence raisonnable là, et pour leur faire comprendre que c'est eux qui étaient responsables de la santé et de la sécurité. Hein? Donc, on a dû expliquer aux travailleurs qui avaient peur, là, suite à l'introduction de C21, d'être tenus responsables et d'être accusés en vertu de cette loi-là. On a dû leur expliquer que s'ils faisaient leur travail selon les méthodes connues et acceptées, il n'y avait pas de risque. Que l'organisation du travail, c'était pas de leur ressort. Que les méthodes, souvent, c'était pas eux qui décidaient de ces méthodes-là et que les outils non plus, c'était pas eux qui décidaient ça. Donc, il a fallu, syndicalement, faire un travail pour rassurer les travailleurs et les travailleuses face à C21. Il y a aussi, tu sais, au fond, ce que les employeurs tentaient là, de nous donner leur sacro-saint droit de gérance, là, hein, de nous l'imposer, mais sans nous donner de contrôle, là, hein, en nous faisant peur là, avec C21. Nous, on a pensé que ça aurait pu avoir un effet... vous savez, au Québec, les amendes qui sont associées aux infractions réglementaires sont peu coûteuses pour les employeurs. Et on a pensé que ça aurait pu comme venir un peu là, régler notre problème là, face à ces amendes-là qui sont peu coûteuses. Juste à titre d'exemple... pour le même genre d'infraction, je n'irai pas dans le détail, mais ce qui pourrait coûter au Québec 3 000 $ à un employeur, la même infraction en Ontario pourrait coûter 60 000 $. Okay? Donc, on nous disait, nous autres, on pensait que par l'introduction de C21, les employeurs, face aux amendes qui pourraient leur être imposées, seraient plus réceptifs
hein, à avoir des activités de prévention puis d'amélioration de la santé-sécurité. Ça n'a pas donné les résultats qu'on pense. Et bon, si on regarde, bon, il y a la cause célèbre là, au Québec là, qui est Transpavé, là, compagnie qui a été condamnée à 100 000 d'amende suite à la mort d'un travailleur. Et associé avec rien d'autre, c'est 100 000 d'amende. On n'en a pas profité pour se servir des autres recommandations ou des autres, comme exemple, mettre cette compagnie-là en probation, OK, pour surveiller après. On n'a pas pris ces moyens-là qui étaient quand même offerts par les modifications au code criminel pour surveiller cette entreprise-là. On a donné une amende de 100 000 ça a été payé, c'est tout. OK? Dernièrement, bon, il y a d'autres causes là, qui sont en cours, mais bon, une dernière, c'est un concessionnaire automobile où le travailleur a été, suite à un appareil qui fonctionnait mal, et on encourageait les gens à continuer à l'utiliser. Il a été brûlé gravement. Il n'a plus été capable de refaire le même travail qu'il faisait, là, des conséquences importantes pour le travailleur. Et l'entreprise comme telle, en vertu des infractions réglementaires, s'est vue imposer une amende de 15 000 $. Le gérant de service du concessionnaire, lui, a été accusé de négligence criminelle et la peine est sortie là, dernièrement et il y a eu une absolution inconditionnelle parce que c'était en fait un bon citoyen. Hein? Okay. Donc, vous voyez là, que c'est... en tout cas, c'est pas les résultats là, les résultats qu'on pensait. Un autre impact, à mon avis, qu'on n'a pas vu encore les conséquences, mais qui pourrait en avoir, c'est qu'on a profité de l'occasion pour inclure les organisations syndicales puis les travailleurs. Hein? C'est cette notion-là qu'on a inclus. On n'a pas vu encore ce que ça pouvait donner, là, parce qu'il n'y a pas de cas, mais je pense que dans l'avenir, on pourrait se servir de ça aussi pour imputer aux organisations syndicales là, des responsabilités là, auxquelles il n'y aurait pas de contrôle. Excusez. Merci. Steve Hunt. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais remercier les organisateurs de la conférence pour la chance de vous parler. Alors, je lutte pour le... Alors, je suis dirigeant des métallos. Je suis responsable des 4 provinces de l'Ouest et les 3 territoires. Et malheureusement, dans le district 3, dans l'Ouest du Canada, nous avons le pire historique des décès pour les travailleurs des métallos. On tue plus de gens que n'importe quelle autre juridiction, n'importe quel autre département. Alors, malheureusement, j'ai commencé en tant que mineur en 1973. Je suis devenu métallo en 1974 et je suis impliqué dans la santé et sécurité. J'étais le président, la personne en 2000 dans laquelle j'ai œuvré. Et j'ai une bonne compréhension de ceci. Alors, je vais vous amener à Westray immédiatement. Alors, vous savez ce qui est arrivé en mai en 92, 26 décès à cause d'une explosion à la mine. Puisqu'on parle de Westray, de l'importance de Westray, ce serait important. Il y a des gens qui ont fait allusion au juge Richard, Andy King, et on peut remercier. Nous sommes rendus si loin, Rob Champagne également, qui est dans notre département international, qui nous a donné un coup de pouce pour s'amener aux poursuites, pour se rapprocher des poursuites. Ce serait approprié de lire ceci pour débuter. Je sais que nous n'avons peu de temps. Ça vient de juge Richard. Ça paraît invisible. L'histoire est une mosaïque complexe d'omission, d'action, d'omission, d'erreur, incompétence, apathie, de cynisme, stupidité et négligence. C'est une histoire d'incompétence, de mauvaise gestion, de brutalité, de dissimuler et d'indifférence. C'est une histoire tragique avec les moments inévitables de pathologie et d'héroïsme. L'histoire concerne un événement qui n'aurait jamais dû arriver et pourtant c'est arrivé et c'est notre héritage.
Alors, et si on nous amène le 9 mai cette année, je suis allé à la célébration du 20e anniversaire. Alors, les familles étaient là, les groupes, quelqu'un des membres des familles. Je ne peux m'empêcher de penser que la réalité de la convoitise économique, qu'il manque des mauvaises gérances et qu'il y a une absence de justice qui est encore prévalente aujourd'hui, 20 ans plus tard. Alors, quand on pense de l'impact que cela a eu sur plusieurs gens, et j'ai témoigné à Westray, j'ai été qualifié comme expert, un témoin expert. Pourquoi les travailleurs font ce qu'ils font quand ils savent que c'est non sécuritaire? Apparemment, tout le monde le savait à l'époque. Alors, on m'a demandé de témoigner à cette audience et j'ai, à certains aspects, je pense que j'ai une position pour en parler avec passion. J'ai suivi l'inspecteur de la mine, Albert McLean. Robert White, je m'excuse. White est allé une semaine avant que la mine explose et il a écrit divers ordres, mitiger le gaz, la poussière. Et quand on lui a demandé pourquoi il n'est pas retourné en dessous pour mettre en application ses commentaires, je ne voulais pas retourner là, je savais que ça allait exploser. Alors, si on parle de négligence tout le long de la ligne, incluant les régulateurs, alors c'est très vrai, c'est très concret. De toute façon, Westray nous avons promis, après 20 ans, personne n'est allé en prison, personne n'est incarcéré. Nous avons fait une promesse aux travailleurs métallos. Nous avons travaillé cette campagne. Alors, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé aujourd'hui. Nous l'avons questionné. Nous avons fait deux lobbyistes sur la colline. Et si vous retournez aujourd'hui et vous regardez quand c'était censé être un signal aux employeurs, ne tuez pas les gens. Et si vous êtes négligent, vous allez aller en prison. C'est ce qu'ils ont tous dit, des gens comme Stephen Harper à l'époque et d'autres. Alors, les recommandations, nous avons dit plus de Westray, assurer des enquêtes criminelles et qui impliquent des décès et des blessures sérieuses, s'assurer qu'il y aurait de la compensation aux travailleurs, que les gens aient la formation. Alors, je vais aller à la première question. Les questions. Quelle est la signification? Nous sommes la force motrice. Alors, la possibilité qu'il y ait des accusations criminelles, ça fait une différence. Et le côté dissuasif, qu'il y ait plus d'accusations et les poursuites, cette partie est encore manquante. C'est ce que l'employeur dit. Alors, vous devez faire preuve de diligence. Alors, nous proposons de 4 façons. Assurer qu'il y a des enquêtes qui se tiennent lieu dans tous les décès ou blessures sérieuses. S'assurer que la police et la compensation et les procureurs travaillent ensemble et qu'ils fassent des enquêtes pour que les gens soient poursuivis. Si une police va sur les lieux d'un accident d'automobile, est-ce qu'il y a eu un acte criminel, drogue, alcool, maintenance? Ils ont la formation pour ça. Et s'ils sont sur une mort suspecte, ils vont dans le code criminel pour voir pourquoi est-ce que cette mort est suspecte, est-ce qu'il y a eu un meurtre, est-ce que c'est un suicide. Ils ont la formation pour passer à travers cette lentille. Quand ils vont dans un accident au milieu de travail, ils attendent aux régulateurs et ils laissent la scène aux médecins légistes et ils sont partis. Alors, c'est l'étendue de leur travail quand il arrive quelque chose sur le milieu du travail. Les poursuivants, les procureurs, quelqu'un m'a déjà dit, et je m'en souviens de façon, on aime mieux avoir une accusation de conduite en état d'ébriété parce qu'on est sûr d'avoir quelqu'un de trouvé coupable, alors qu'en milieu de travail, on ne veut pas se jeter dans une telle chose parce qu'on ne sait pas, on n'a aucune idée. Avoir quelqu'un dans chaque juridiction comme le Manitoba, avec la connaissance du milieu du travail pour amener des accusations et d'intenter des poursuites contre les employeurs. Et je vais vous parler des poursuites
à propos d'une cause où la poursuite a tout simplement, ils étaient très mauvais, ça faisait dur, en d'autres mots. Si nécessaire, faire lobbying pour que des changements au code criminel, pour que les poursuivants et que des... Ça, c'est la première question, et que des accusations aient lieu. Je vais ajouter un commentaire. Je ne suis pas inquiet d'une compagnie qui fasse banqueroute parce qu'ils ont tué quelqu'un. S'ils ont tué quelqu'un, qu'une des conséquences, qu'ils cessent leurs opérations, ainsi soit-il. On n'a pas le droit de tuer impunément, sauf dans le milieu du travail. Si vous êtes les aliments Excel, vous perdez votre compagnie si vous empoisonnez quelqu'un, vous perdez votre droit de gérance et peut-être que vous allez aller en prison. Si vous êtes Maple Leaf, peut-être que vous allez aller en prison. Si vous faites un produit et que vous faites quelque chose qui est en défaut, vous pourriez être poursuivi en dehors du milieu de travail. Dans le milieu de travail, une fois de plus, on peut tuer impunément et il y a toutes ces croyances fausses. Regardez, il y a des compagnies qui font faillite à chaque jour pour toutes sortes de raisons. Si vous ne pouvez pas gérer, s'il n'y a pas de diligence, il n'y a pas de défense là-dedans. Si vous êtes négligent, s'il y a mort d'homme, vous êtes négligent. Il devrait y avoir des conséquences associées à ceci. Et ceux-ci sont très bien appelés dans le code criminel. Et comme Alan Martin l'a dit, le problème avec ceci, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour mettre en application ceci. Merci. Alors, on a utilisé beaucoup plus que 2 minutes par personne, mais je pense que nous avons couvert beaucoup de terrain et que certaines questions, nous allons passer directement parce que je veux qu'il reste suffisamment de temps pour que les gens participent. Allons à la question numéro 4, par exemple. Alors, question numéro 4, quelle est-elle? Nous revenons. Madame Juzak, quels sont les facteurs qui empêchent que cette loi soit mise en application plus souvent? De ma perspective, je pense qu'on a entendu ceci répondu déjà d'une certaine façon avec professeur Toombs ce matin. C'est que c'était la question que nos forces de l'ordre, la GRC et la police sont laissés dans une situation qu'ils n'ont pas les ressources ou la formation nécessaire pour faire face au milieu du travail avec les enquêtes qui devraient s'y produire. Alors, j'ai mentionné ceci, c'est que le policier arrive sur les lieux et laisse la scène au régulateur immédiatement. Alors, je pense que ceci, c'est la réalité pratique et ayant fait on a fait affaire avec les forces de l'ordre durant ma carrière, du point de vue du milieu du travail. Le commentaire que j'entends fréquemment de notre police de Winnipeg, c'est le manque de ressources de faire affaire avec le véritable crime. Alors, qu'ils ont à peine ce qu'il faut pour ce qu'on considère comme le vrai crime, encore moins pour le milieu du travail. Nous avons des enquêteurs qui pourraient s'en occuper pour nous. Il y a les ressources que nous avons pour le crime dans la rue. Il y a aussi la perception du public en part de la volonté politique. Si quelqu'un qui est sur la rue en tant qu'individuel, si quelqu'un nous dit « Oui, mais la sécurité sur ma rue », alors dans leur vie quotidienne, les citoyens, est-ce que ces gens-là sont préoccupés par ceci? Je ne sais pas. Il y a des gens qui vont être préoccupés par la sécurité au milieu du travail parce qu'ils ont des membres de leur famille qui travaillent là. Oui, je connais des gens qui vont travailler. Et oui, j'espère que ces gens-là vont revenir. Mais dépendamment de qui vous êtes en tant que membre du public. Alors, je pense que ça fait partie du problème quand nous parlons de la volonté politique. Nous avons les politiciens qui ciblent les questions de s'assurer que les vrais crimes reçoivent l'attention méritée. Alors ça, c'est un peu un obstacle à la mise en application, les ressources limitées et la volonté politique qui dirige leur attention vers ce que le public veut. Je pense qu'un des problèmes, c'est l'éducation. C-45 est une pièce de loi complexe. C'est difficile à interpréter. Mes étudiants ont de la misère à la comprendre. Je pense que une des choses, c'est de continuer à éduquer. J'essaie de le faire dans mes classes de droit
On ne devrait pas sous-estimer la GRC et je rejoins le concept de la spécialisation. Et je pense qu'il devrait y avoir des procureurs qui sont spécialisés. Il ne faut pas sous-estimer la GRC. Dans le contexte, par exemple, des crimes, ils ont formé les groupes IMAC pour les crimes dans le milieu d'affaires, d'avoir des équipes de vérificateurs, des policiers, des enquêteurs spécialisés. Et dans le domaine où j'œuvre, c'est des pratiques corrompues. Ils ont deux équipes qui sont très puissantes et très bonnes dans ce qu'ils font. Ils ne peuvent juste pas en parler parce qu'il y a tellement de ce qu'ils font qui est privilégié et évidemment secret, parce qu'ils ne peuvent pas en parler tant que les enquêtes ne sont pas terminées. Ils travaillent très fort et je ne sais pas pourquoi ces modèles-là ne pourraient pas être élaborés et perfectionnés. Quelques suggestions que je pense qui pourraient aider à la mise en application, parce que c'est un thème qui revient constamment. Si on pense à d'autres régimes, le bureau de compétition et la compétition et les prix, la fixation de prix, ils utilisent un concept, l'immunité et la permissivité. Alors, ça s'applique dans le cas des cartels et des compagnies qui font forme de collusion. Et si vous êtes la première compagnie, vous ne serez pas. Si vous êtes la deuxième compagnie, alors vous avez jusqu'à 50 qu'on va vous laisser aller. Si vous êtes la troisième compagnie, vous avez juste 30 de permissivité. Et ce qui arrive dans tel cas, où vous avez 8 ou 9 compagnies qui pratiquent la collusion ou la fixation des prix. Ils commencent à être nerveux parce que là, ils se demandent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va créer, ça va faire un effet domino où tout le monde va rentrer pour être là le premier. Alors, c'est une chose à laquelle les gens devraient réfléchir. Alors, ça n'a jamais été essayé auparavant. Cependant, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner et c'est très efficace. Prenez-en ma parole. C'est la délation. Alors, il y a ça peut nous apparaître comme étant méprisable. Ils paient les délateurs parce que si le résultat d'un délateur, c'est qui se termine par une peine de plus de 1 000 $ et ça peut changer, et ils ont des poursuites efficaces et ils mettent des gens en prison à cause des délateurs parce qu'il y a une récompense pour ceux qui viennent de l'avant et donnent de l'information. Et si vous êtes vraiment sérieux, c'est une façon d'améliorer les gens qui délatent les modèles de compensation, troisièmement. En Amérique du Nord, nous ne compensons pas les gens nous compensons les gens pour la performance, mais pas nous les compensons avec des actions, si vous êtes conforme, si cet endroit est non conforme, arrêtons. Il n'y a pas de compensation pour mettre un frein aux opérations pour non-conformité. Nous devrions changer ça. On devrait compenser les gens. On devrait leur donner des bonnies pour arrêter des opérations qui ne sont pas conformes, un milieu de travail qui n'est pas conforme. Nous devrions changer cette pratique. Merci. Mme Giguère. Juste vous raconter une petite histoire. Là. En décembre 2007, il y a un débardeur au port de Trois-Rivières qui s'est vu la jambe droite sectionnée en bas du genou et l'autre jambe fracturée à plusieurs places. Suite à cet accident-là, j'ai participé à une plainte qui a été faite à la Sûreté du Québec, donc en décembre 2007. À 2 occasions, on nous a demandé des compléments d'information et aux dernières nouvelles, parce qu'on appelle une fois de temps en temps pour savoir où est rendue notre plainte. Et on nous dit qu'elle est maintenant sur le bureau du procureur. Ça fait 5 ans. Le travailleur a eu le temps de se faire opérer à plusieurs reprises pour la jambe qui lui restait, d'être réadapté avec une prothèse et maintenant, il est retourné comme débardeur sur le quai et on n'a pas encore de nouvelles de notre plainte. Je pense que
bon, je veux pas, mais tu sais, la formation peut-être des policiers ou des procureurs, ou je pense que ça manque, hein, parce que c'est des délais qui sont inacceptables, à mon avis, là, 5 ans avant de traiter d'une plainte, là, qui, je ne dévoilerai pas les détails, mais qui est assez simple, OK, dans les documents qu'on a fournis. Soit pour la retenir ou pour la rejeter, là, c'est assez simple là, d'en arriver à une conclusion. Donc, je pense que ça, c'est un des problèmes. Je pense qu'il y a aussi cette absence de formation-là, là, où les policiers aussi, quand les policiers arrivent aussi sur les lieux d'un accident, ils vont vérifier si ça peut avoir eu l'air d'un meurtre puis tout ça. Si ça n'a pas l'air de ça, ils s'en retournent. OK? Et là, on les interpelle puis on leur dit, ben non, allez plus loin, là, tu sais. Est-ce qu'il peut y avoir négligence criminelle? Et là, ils disent, bien non, c'est pas de notre ressort, ça, c'est du ressort de la CSST. OK? Fait que même les policiers ont un manque d'information, là, ou de formation à ce niveau-là. Il y a aussi notre propre comportement. Moi, je pense que, bon, on peut dire, effectivement, tout ça, c'est des empêchements là, à l'application de la loi, mais il y a aussi notre propre comportement. On ne fait pas assez de plaintes. Hein? On ne le fait pas assez. Et il va falloir... Puis on ne le fait pas assez pour différentes raisons, là, mais il va falloir passer outre ces raisons-là, hein? Et viser la santé et la sécurité. Je suis assez d'accord avec ce que mon collègue vous a mentionné tantôt, là. Je pense que notre objectif en santé et sécurité, c'est de viser l'élimination des dangers à la source, là. Hein? Il faut continuer notre travail. Il faut dénoncer les employeurs qui ne font pas de prévention, qui mettent en danger les travailleurs, hein, pour justifier juste par le fait qu'on a tous besoin de travailler. Là. Ils prennent les travailleurs en otage puis ils les obligent à travailler dans des conditions. Et même des gros employeurs là, qui sont souvent inacceptables, hein, sous la menace, là, parce qu'effectivement, on est tous obligés de gagner notre vie. Donc, à mon avis, ce sont tous des empêchements, là. Et je suis d'accord avec les autres qui ont été nommés, là, mais il faut aussi vérifier notre propre comportement, puis faire appliquer les lois, puis s'en servir. OK, merci. Mr. Hunt. Monsieur Hunt. J'ai une question qui va probablement... Je pourrais en parler pendant 1 heure. Cependant, je sais qu'on n'a pas le temps. Lowell Hoover, c'est un travail à New Westminster qui travaillait à un moulin en bois. Je vais vous épargner les détails, détails horribles. Alors, c'était un mépris pour la santé et la sécurité. Alors, quelque chose de volontaire. Alors, c'était un des cas. Alors, le département de police de New Westminster a fait une enquête et un sergent qui n'avait pas eu la formation, paradoxalement, qui n'avait aucune formation dans le domaine, a recommandé qu'il y ait des accusations criminelles qui soient portées, sont allés à la couronne une fois, qu'ils l'ont rejeté sans raison, sont allés à la couronne une 2e fois, rejet, 2e fois sans motif, 3e fois, nous avons embauché une poursuite en privé. Nous sommes arrivés devant un juge et nous avons établi qu'il y avait suffisamment pour poursuivre avec des accusations criminelles. Et pour la 3e fois, la couronne a rejeté les accusations et le cas est mort dans l'œuf. Alors, une fois de plus, j'en parle avec émotion, je suis très fâché. Le travailleur n'aurait jamais dû mourir. J'en parle avec émotion. Alors, si on avait pris les démarches, les mesures nécessaires, et c'était un mépris total. Et la journée que le décès est arrivé, la compagnie avait un problème d'ordinateur où tous les fichiers ont été effacés, où les rapports ont été effacés. Nous les avions sur le papier. Alors, il y avait un acte criminel qui avait été commis, qui n'a pas été poursuivi par la couronne. Alors, il y avait une lettre du conseil d'administration et le conseil d'administration a reçu une lettre disant que le comité de sécurité changer l'appareillage ou le travailleur. La réponse a été oui, mais ça coûterait 30 000 $. Ils ont dit non au changement proposé après que Hoover est mort. Ils ont dépassé le 30 000 $ pour réparer l'appareil. Alors, dans ce cas,
s'il y avait un mépris flagrant, alors les gens qui ont écrit la loi, alors qu'est-ce que nous pensons faire? Nous considérons, comme nous en avons parlé plus tôt, et je pense que la tribune est d'accord, la table ronde. Alors, les changements, comment avoir un policier qui pourrait être assigné dans les morts en milieu de travail. Aussi, nous examinons la possibilité de changer section 271 et nous pensons que nous pouvons un changement subtil pour que ce soit plus clair et qui soit plus semblable aux négligences sous 249 ou l'utilisation négligente d'une arme à feu 86.1. Ça, c'est l'opinion de notre conseil, de notre contentieux. Alors, la technologie des automobiles, des explosifs, qui peut amener un risque à la vie et qu'on porte attention aux actions des gens qui ont le droit de gérance. Alors, tout ce qui a potentiel de causer dommages de ces technologies, c'est légitimement considéré comme criminel. La même logique devrait être utilisée quand un travailleur meurt. Et je devrais qualifier ceci. Les gens savent que j'ai une implication émotive. Je ne crois pas que je ne suggère pas que chaque employeur devrait aller en prison. Quand ils sont négligents et que ça peut être prouvé, que des recours criminels devraient être intentés. Une fois que la police libère la scène et qu'il détermine qu'il n'y a pas d'activité criminelle, alors le régulateur devrait arriver et faire une enquête et non pas de l'autre façon. Et la police arrive une fois que les pièces à conviction sont déplacées ou effacées ou que la scène a été complètement modifiée. Une approche serait simple, à travers une lentille criminelle et utiliser la loi si nécessaire. Alors, les métallos sont prêts à revenir sur la colline parlementaire et ils ont besoin d'aide. Et nous assurer que nous apportons les changements nécessaires au code criminel de façon à ce qu'une mort en milieu du travail ne soit pas quelque chose qui fasse partie des opérations quotidiennes. Alors, Steve, le plancher est ouvert. S'il y a suffisamment d'intérêt, nous allons élaborer quelques minutes pendant l'heure du dîner. Losanska. Je suis représentante pour les professeurs universitaires en santé et sécurité au travail. Une question et un commentaire. Je suis très préoccupé par certains commentaires selon lesquels les gens ne sont pas formés, les procureurs, les employeurs. On ne comprend pas la loi C-45, c'est trop complexe. Ça fait plus que 10 ans. Moi, j'ai travaillé dans une usine. J'étais infirmière pendant 30 ans. J'ai vu des blessures et je les ai soignées pendant 30 ans. Il y a des accidents de travail qui sont assez horribles. Il y a des... On a dû... Quelquefois, on dit que c'est du bon sens commun. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça fait 10 ans comme infirmière. Pour rester autorisé, je devais faire de l'éducation permanente. Je devais comprendre les mises à jour. Sinon, je n'étais plus autorisé. Je ne sais pas ce qui se passe avec les employeurs, avec les assureurs. On ne peut pas expliquer qu'après 10 ans, on continue à dire qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas. Si vous êtes employeur dans cette ville, dans cette province, dans ce pays, c'est à vous de connaître les exigences de la loi quand vous embauchez des travailleurs. Vous ne pouvez pas dire que je n'avais pas la capacité. Il y a beaucoup d'endroits où on peut trouver de l'aide. Alors, ma question. J'ai entendu les commentaires des 2 premiers conférenciers au sujet d'un manque d'expertise ou des propositions sur la façon d'aider les travailleurs à arranger les choses dans les milieux de travail.
Respectueusement, je dois dire que je suis ébahi quand j'entends la notion qu'un bon employeur devrait être indemnisé, compensé pour se conformer à des exigences juridiques, c'est-à-dire avoir un milieu de travail sécuritaire. Personne n'a parlé des travailleurs, des syndicats ou du conseil mixte. Les premiers conférenciers l'ont pas dit. C'est quoi leur rôle? Ils ont les expertises, pas toutes les expertises, mais ils peuvent apporter des expertises qui proviennent des travailleurs qui connaissent le milieu du travail. C'est eux qui ont la formation nécessaire. Souvent, ce qui arrive, c'est que les syndicats finissent par avoir toute l'expertise parce qu'on n'a pas de choix. On est obligé de mieux faire les choses dans le milieu du travail, de mieux faire les choses pour les travailleurs, pour maintenir la sécurité de nos travailleurs. Alors, les deux premiers intervenants n'ont pas parlé des comités de sécurité des travailleurs ou des syndicats dans ce processus. Je voudrais faire un commentaire. C'est une situation classique de l'avocat. Ça dépend. En défendant les employeurs et en travaillant avec les employeurs pour faire la formation nécessaire pour la conformité, je peux vous dire que les employeurs qui comprennent leurs obligations, qui comprennent le fonctionnement de la loi resterait, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ne seront pas accusés et ça suffit. Mais ils ont aussi la perspective de le faire parce que les travailleurs vont être en sécurité, pas toujours parce qu'ils aient peur de la législation. Mais les employeurs qui le regardent avec cette perspective ont des comités de santé et sécurité au travail conjoints qui fonctionnent. Ils ont l'appui de leurs employés et quand il y a un syndicat de ce syndicat, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas extrêmement important, c'est très important. Les commentaires sur le manque d'expertise, je ne pense pas que ce soit... On ne suggère pas qu'ils ne peuvent pas l'apprendre si on leur donne l'occasion d'apprendre. Dans les milieux où j'ai fait la formation, je vois qu'ils comprennent, mais je ne sais pas si on fait vraiment la formation partout. Ce n'est pas une excuse pour qui que ce soit. Je suis de la compétence où il y a un procureur dévoué à ce sujet. Quand les gens ont la formation, les gens peuvent apprendre. Mais les syndicats, les travailleurs et les comités peuvent jouer un rôle important. Mais l'autre côté de la médaille, c'est qu'ils n'ont pas de préoccupation. Il y a eu des cas graves, mais il n'y a pas eu de blessures. Et c'est peut-être ils n'ont pas fait la formation, ils n'ont pas travaillé avec les employés ou avec les comités pour qu'on ait la formation. Ce sont des milieux, on va probablement m'attaquer parce que je l'ai dit. C'est pas toujours comme avec les avocats et quelquefois l'employeur est en train de se battre avec le syndicat. Chaque fois que l'employeur essaie d'appliquer une règle sécuritaire, il y a un problème, on présente des griefs et leurs efforts d'application sont toujours arrêtés. Ils se demandent comment ils peuvent faire en sorte que les travailleurs prennent la loi au sérieux. Je ne veux pas dire que c'est tous les syndicats qui fonctionnent comme ça, mais c'est un exemple. Il y a eu un gros problème où l'employeur essaie vraiment d'avoir l'acceptation des employés. Mais il y a des endroits où il y a de très bonnes relations avec les employeurs, où existe une relation symbiotique parce qu'ils doivent travailler ensemble pour que les choses tournent rondement. On ne veut pas suggérer que les employés, les syndicats ou les comités de santé et sécurité conjoints ne puissent pas avoir la formation pour obtenir leurs expertises. J'ai vu des cas où ça a fonctionné. Je ne veux pas dire que ce n'est pas une réalité, mais on s'est concentré aujourd'hui. Quand nous voyons toujours le pire,
Je voulais entendre d'autres questions. Est-ce que si vous pouvez être bref, ça va être apprécié. Bonjour, sergent Eric Martin. Je suis avec l'unité anticorruption de la GRC. J'ai entendu des références à la présence des forces de l'ordre. Il peut y avoir un manque d'expertise, de formation. Il y a deux parties de mon commentaire. D'abord, moi, je représente l'unité internationale anticorruption et je serais très content d'entendre vos commentaires sur le genre de formation qui pourrait nous convenir. Quelquefois, on se présente comme des personnes qui savent un peu de tout, mais on n'est pas des experts dans tous les domaines de l'application de la loi. Mais j'ai eu pas mal d'expérience avec de grandes entreprises dans un autre milieu. Moi, je suis dans l'anticorruption, mais vous allez comprendre, quand nous entrons dans la porte et je dis que Eric Martin, je suis de la GRC, on va parler, j'entends beaucoup de bisbis, je ne parle pas d'un témoin, des personnes avec qui on doit parler. Steve, je vous vois, on parle du lobbyisme, est-ce que vous avez des idées? Je le lance comme un sujet de conversation. Mais la possibilité d'obliger les témoins à témoigner. Fin de compte, une raison pour laquelle les organismes de réglementation étaient utiles, c'est qu'ils pouvaient obliger les gens à se présenter. Nous n'avons pas le droit d'obliger les témoins. Mais si je n'ai pas de preuves, le code criminel me limite. Alors, si on n'a pas de preuves, on ne peut rien appliquer. Je ne veux rien défendre. Je suis très ouvert à l'idée de la formation et je voudrais le savoir. Et Monsieur Jolle a parlé d'un modèle anticorruption à l'échelle internationale. Ça m'intéresse parce que je pourrais vraiment partager ces connaissances avec mes collègues. Merci. C'est par hasard. J'étais en Colombie-Britannique avec la commission d'indemnisation et on parlait de le financement pour former les policiers. On a parlé de le renforcement d'une équipe avec la GRC ou la police locale qui commencerait à travailler ensemble pour commencer une enquête sous l'optique des organismes de réglementation qui travailleraient avec la GRC. Je dis toujours le regarder d'abord sous l'optique criminelle et si la police est sûre que l'organisme de réglementation pense qu'il ne s'agit pas d'un décès par négligence, on termine l'enquête, mais si l'organisme de réglementation dit qu'il y a une possibilité d'un crime, la police peut entrer et le droit au silence est assuré à partir de là, mais seulement après la décision au début de l'enquête pour passer à examiner des accusations criminelles. Et va avoir l'occasion de passer à des accusations criminelles. Et j'ai un commentaire pour vous. On n'est pas en colère avec les forces policières. C'est important. C'est la frustration, pas la colère. On ne peut pas, on ne voit pas la justice et une cause. Un dossier qui est sur le bureau d'un policier depuis 2008, c'était envoyé à la couronne. Ça revient. Nous savons qu'on est en train de retarder les choses, faire écouler le temps pour que les gens oublient. Le GRC subit des frustrations à cet égard aussi. J'ai eu le plaisir de travailler avec le sergent Martin. Je connais qu'il était expert dans l'équipe EMET. Vous avez des comptables légistes. Et dans le contexte de la santé et sécurité au travail, on pourrait avoir des ingénieurs qui pourraient donner des conseils techniques
sur le travail de génie sur un site précis. Ça, c'est la conformité. L'autre chose que je voulais dire, c'est que John Britt en Australie a créé la théorie de la justice réparatrice. Et je parle toujours avec les organismes de réglementation. J'ai un bon rapport avec cet organisme et ça m'aide à favoriser la conformité et qui me permettent de travailler avec l'organisme sur on essaie de ne pas entendre la bisbille que vous entendez en entrant dans un organisme, mais on a besoin d'une collaboration pour y arriver. Une autre question. Andrew Pert, je travaille avec le CTC. Une question. Le commentaire est lié au virage culturel qu'on a mentionné. Personnellement, ça me rend folle quand Céline a mentionné qu'une femme donne un peu de poison tous les jours pour qu'il meure 5 ans plus tard. Et personne n'a dit, la plupart des gens essaient pas de tuer le mari. Mais quand on parle des mortalités dans la santé et sécurité au travail, on doit toujours lancer un préambule. Il n'y a pas d'autre aspect de justice criminelle où on doit s'excuser à l'avance. Et je pense que ça reflète certaines barrières culturelles auxquelles on fait face. Ceci dit, je veux poser une question précise. On le voit moins dans le cas d'un décès, mais on a entendu parler du concept de vérificateur imbriqué. Ce serait intéressant d'entendre les commentaires de Céline et de Steve. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça pourrait fonctionner? Pas tellement dans le cas d'un décès, mais dans d'autres cas d'accident de travail. Poser la question en français parce que OK, parce que je ne comprenais pas, là, je m'excuse. OK. Bien, écoutez, tantôt, j'en ai parlé aussi, entre autres dans la cause Transpavé, où l'employeur a été condamné à 100 000 d'amende et après ça, il n'y a rien qui se passe. Puis c'est facile pour certaines compagnies, ils payent, puis c'est tout. Là. Alors que, effectivement, des ordonnances de probation avec des vérifications, tout ça, je pense que c'est permis, puis c'est souhaitable. C'est souhaitable. C'est sûr que ça dépend comment ça va être fait. Hein? Ça, en tout cas, on pourrait discuter longuement là, sur la façon dont ça devrait être fait, mais juste comme ça, oui, moi, je pense que ça devrait être associé à des ordonnances de probation avec des recommandations spécifiques là, qui seraient vérifiables là, après la condamnation. Dans certaines compétences, ce ne sont pas des vérificateurs, mais on met les entreprises sur une liste où il y a plus de supervision. Après, une fois qu'ils font partie de cette liste, ça veut dire qu'il y a des inspections plus fréquentes, mais il n'y a pas vraiment de suivi. Mais je vais un employeur qui expose un travailleur de 20 ans à l'amiante dans un projet de démolition. Comment est-ce qu'on peut suivre ça quand l'employeur est en faillite? Le travailleur va... Et il est probable que le travailleur finisse par mourir et l'employeur l'a exposé à l'amiante. C'était quoi le motif? Le profit, il n'y a pas eu de diligence raisonnable. Comment est-ce qu'on peut vérifier ces choses-là? L'employeur va être ailleurs dans avec un numéro différent. C'est pour ça que c'est difficile de poursuivre ces criminels. On doit remercier nos panélistes.